Oui. Bah oui, ça leur permettra d'avancer. Ah oui. Oui, parfait. Oui, bah c'est il faut juste. Ah oui, c'est une bonne idée. Oui, c'est ça. Vous êtes de quel programme? Au second cycle, mais on est chacun d'un programme différent. Lequel? Thibaut. Quel profil? Je m'appelle Thibaut. Thibaut, pourquoi ton famille? Thibaut Moral. Alors, vous avez un fond de stratégie? Non? Oui, peut-être en quel. Marie-Josée Roy? Oui, absolument. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour, moi c'est Catherine Bédard. Quel programme? MBA Gestion des entreprises. OK. Thomas Thierry, enchanté. Bonjour. On le fait séparément. Il y aura... Ok, oui, On ça va va. capable d'en faire une pour celui. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Thomas Thierry, enchanté. Oui. Bonjour, moi c'est Catherine Bédard. Enchanté. Donc, équipe 5, cas APMAL niveau universitaire, composé de Thibaut Morel, Thomas Thierry et Catherine Bédard. Alors, je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront le droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Marie-Josée Roy, département de management. Marguerite Schumacher, département de management. Jean-Yves Bogossian, département de management. Ok, parfait, donc je vais commencer. Donc, on s'est déjà présenté, donc on représente l'équipe 5. Puis on est ici aujourd'hui pour vous présenter le cas Yellowtel. Donc, on va exposer les problématiques qui sont relatives à l'entreprise Yellowtel. Puis ensuite, vous montrer les recommandations qu'on va choisir. Donc, pour présenter brièvement les deux entreprises qui sont concernées, il s'agit de la famille Casella, famille d'origine italienne, qui est maintenant établie en Australie depuis 1969. Donc, l'entreprise, au fil du temps, a vraiment développé une forte expertise, puis aussi un fort savoir-faire, ce qui leur a permis de devenir le premier exportateur de vin australien. Et les principaux produits qu'ils ont développés, c'est surtout un vin qui est abordable et qui plaît à la majorité des gens. Sinon, le deuxième acteur du cas, c'est la famille Dush, qui est un importateur américain de vin. Et en fait, les deux principaux acteurs ont commencé leur collaboration en 1999. Et au fil de la présentation, vous allez voir qu'ils ont vraiment établi un très solide partenariat pour leur développement d'affaires. Donc, juste pour introduire un petit peu par rapport à la mise en contexte générale, on va vous présenter la matrice des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Donc, pour commencer avec les forces, l'entreprise Yellowtel, c'est une entreprise qui est très bien établie depuis de très nombreuses années. Comme j'ai dit précédemment, elle a développé un fort savoir-faire et une très forte expertise. De par son expertise, elle a aussi développé une vaste gamme de produits, tout autant pour des vins rosés, rouges que blancs. Puis sinon, elle a aussi offert sa gamme de produits à des prix qui sont fort concurrentiels, justement pour aller attirer de nombreux consommateurs. Comme j'ai dit également précédemment, l'entreprise a établi un solide partenariat avec l'importateur américain depuis 1999. Puis sinon, il faut aussi noter que l'entreprise Yellowtel, c'est une entreprise familiale depuis de très nombreuses années. Donc, elle a aussi développé vraiment une stabilité, mais aussi une fiabilité avec le temps. Sinon, par rapport aux faiblesses, malgré son grand succès, c'est sûr que la réputation est peut-être un peu moins bien établie que les pays qui sont reconnus pour leur commerce du vin, par exemple la France et l'Italie. Sinon, l'entreprise a su développer vraiment une clientèle cible, qui sont les gourmands, qui sont des
Par contre, il faut noter qu'il y a vraiment une dépendance par rapport à ce seul segment de marché. Puis aussi, c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire, il y a vraiment un manque de connaissance de son marché cible qui est la génération Y, donc les 21-35 ans. C'est vraiment la clientèle que l'entreprise souhaiterait cibler. Sinon, en lien avec ça, l'opportunité, donc la génération Y en fait partie. Sinon aussi, on note qu'il y a une très forte popularité des vins de dessert et des vins fortifiés. Donc, c'est une gamme de produits qui est en demande sur les marchés à l'échelle mondiale. Également, le marché du vin est aussi en très forte croissance. Sinon, il faut aussi noter que les études scientifiques sont en faveur du vin rouge, notamment pour ses bienfaits sur la santé. Sinon, il y a aussi l'intérêt pour le vin, mais également envers la qualité du vin, donc vraiment pour les bienfaits positifs. Et pour terminer, les menaces. Notre cas, en fait, se situe en 2009, donc c'est un contexte économique défavorable suite à la crise économique de 2007-2008. Sinon, on a relevé aussi des menaces qui sont en lien avec les risques climatiques, puisque l'entreprise viticole peut subir de nombreuses menaces, autant pour le climat, entre autres. Et sinon, parmi les menaces, il y a aussi la montée de certains pays qui sont concurrents et qui sont fortement établis pour le domaine du vin, qui sont l'Italie, le Chili et l'Argentine. Sinon, on vous présente aussi les 5 forces de Porter, qui reposent sur 5 piliers. Donc, le premier, c'est les nouveaux entrants. Donc, ce sont les nouveaux concurrents, qui sont par exemple le Chili et l'Argentine. Sinon, pour ce qui a trait aux substituts, c'est sûr que le marché du vin est en compétition avec les autres boissons alcoolisées, qui sont la bière et les cocktails. Parmi les fournisseurs, notre fournisseur à nous, c'est la famille Casella, qui a une forte influence sur le marché. Les clients, ils sont nombreux, mais par contre, il y a un faible niveau de transfert. Et par rapport à la concurrence, elle est très forte parce qu'il y a de très nombreux acteurs sur le marché du vin. Et sinon, par rapport au modèle ACE de l'entreprise, l'attitude, en fait, ça repose majoritairement sur le solide partenariat entre Dutch et l'entreprise Yaritel. Sinon, par rapport à la compétence, je l'ai dit précédemment, ils ont élaboré une large gamme de produits et ils ont une très bonne notoriété. Sinon, par rapport à l'embodiment, leur but, c'est de conserver leur avantage concurrentiel sur le marché. Alors, vous avez en face de vous le modèle des 9 fenêtres stratégiques qui, en fait, permet de déterminer et de placer une entreprise par rapport à son capacité et ses intentions d'internationalisation et par rapport à le secteur, comment se porte-t-il sur l'internationalisation. Donc vous voyez, il y a 2 axes qui correspondent à la globalité de l'entreprise. Ça veut dire à quel stade en est l'entreprise dans sa conquête de nouveaux marchés. Ça peut être des nouveaux segments ou des nouveaux marchés géographiques. Et la globalité de l'industrie, quelle correspond aux concurrents, comment se porte-t-il sur ce processus d'internationalisation. Alors il y a 9 cas possibles pour cette matrice. On commence avec focaliser sur le marché local qui correspondrait aux startups en général. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas vraiment la capacité de cibler plusieurs segments et elle vise seulement une clientèle fidèle qui ne va pas forcément voir les concurrents. Pour cette matrice, nous avons décidé de placer l'entreprise australienne sur maintenir et prendre des parts de marché, car elle a quand même su développer sa capacité d'internationalisation. Elle est présente sur de nombreux marchés, notamment aux États-Unis où elle est numéro 1, mais elle n'est pas encore leader, elle n'a pas encore une position incontournable, comme pourrait l'être sur d'autres secteurs, Apple ou Microsoft. Et l'industrie est totalement segmentée et saturée. Le mot est saturé. Il y a des vins de nombreux pays qui arrivent jusqu'aux États-Unis, d'Europe, Amérique du Sud, même Asie. Donc la qualité de l'industrie est à son potentiel maximum. Ce modèle sera très utile pour la suite et pour parler des stratégies à long terme. Donc je vais laisser Thibaut vous expliquer le plan stratégique. Alors, la définition du plan stratégique, il faut absolument la mettre dans le contexte du cas. C'est-à-dire que cette problématique, elle survient en février 2009 lors d'une réunion de l'importateur Dutch et de ses collaborateurs sur la situation, sur qu'est-ce qu'ils veulent faire dans les 2 prochaines années, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place. Et
cette décision, elle doit absolument être mesurée par rapport au contexte actuel aux États-Unis, à cette période qui est la crise qui est survenue en 2007 et en 2008, la crise financière, donc la crise des subprimes, qui a touché les ménages américains. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent à la bourse, beaucoup d'argent ont même perdu leur maison. Les gens ne sont pas très confiants, ils investissent peu, et ça s'est surtout vu dans le revenu discrétionnaire des ménages américains qui a largement baissé. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de baisse de dépenses dans leur voiture et dans leur consommation au quotidien, et ça a affecté fortement le vin, qui est un produit, pas forcément de luxe, mais un produit qui n'est pas nécessairement utile à la vie de tous les jours par rapport à la nourriture, les frais de ménage et les frais quotidiens qu'on peut voir dans un ménage américain. Et par rapport à ce problème de faiblesse de la consommation américaine, Dutch a dû se poser des questions, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est notre problématique finalement. Quels sont les moyens à mettre en œuvre au court et au long terme, c'est-à-dire d'abord pour les 6 prochains mois, pour pouvoir tous les 6 prochains mois, puis après sur le long terme, pour maintenir la position dominante de la marque australienne aux États-Unis, sachant qu'en 2007 et en 2008, les ventes de Yellowtail ont diminué à cause justement du phénomène de la baisse de consommation des ménages. Et donc il faut une réponse rapide pour pouvoir contrer cette baisse qui est brusque. Et il faut aussi une position un peu plus pérenne, un peu plus durable sur les 2 ans pour pouvoir maintenir les ventes aux États-Unis. Alors on va commencer par le court terme. Moi, je vais vous présenter nos objectifs et nos facteurs de succès à court terme. Donc d'abord nos objectifs. L'objectif à court terme pour les 6 prochains mois, c'est de maintenir les volumes de vente actuels. C'est très important pour maintenir son image de marque, pour maintenir la solidité financière et pour rassurer la famille qui produit le vin, c'est là. Et comment on peut arriver à ces objectifs? On a des facteurs de succès qui sont très forts, c'est-à-dire que d'abord, Yellowtail est un leader de vin, c'est le leader du monde américain des vins importés, même à plus de 11% il me semble, et il y a une image de marque très forte, c'est-à-dire que le travail de Yellowtail c'était de faire le petit kangourou sur l'étiquette du vin, et c'était une étiquette très reconnaissable, puisque ils étaient uniques sur leur marché à faire un petit animal sur leur étiquette, alors que tout le monde voulait des beaux châteaux sur leurs étiquettes. Et ils ont voulu jouer une stratégie de différenciation, ce qui fait que sur les étalages des vins sur le marché qui sont très grands, on voyait tout de suite, ça frappait à l'œil de voir le Yellowtail. Et grâce au goût des vins, grâce à ces étiquettes, ils ont réussi à créer une véritable notoriété. Et ça, c'est un des facteurs de succès de la marque. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir implémenter une stratégie qui sera possible parce que justement, on a cette notoriété qui est là, qui est présente et qui va pouvoir soutenir la stratégie. Ensuite, on a une clientèle qui est fidèle. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises, beaucoup de producteurs de vin mettent en place des promotions et les Américains magasinent beaucoup leur vin en fonction des promotions et Yellowtail arrive à résister à cette tendance de magasinage de promotions, si je peux dire. Et parce que les gens apprécient le vin, ils apprécient la marque, ils apprécient l'image que cela renvoie et ils sont fidèles. Ensuite, le dernier point, c'est la gamme complète et diversifiée du produit. D'un point de vue strictement financier, notamment dans la situation financière compliquée, la diversification c'est toujours quelque chose de positif parce que certains vins fonctionnent bien, d'autres fonctionnent moins dans la gamme, mais grâce à justement cette diversification, grâce à plusieurs segments qui sont touchés, on peut réussir à maintenir des volumes de vente considérables grâce justement à la diversification, je me répète. Les recommandations à court terme, elles vont avoir pour objectif de recueillir des données pour pouvoir implémenter la seconde stratégie de long terme, la deuxième phase, qu'on pourrait dire. Comment on va faire? On va d'abord organiser des promotions, ce que Yellowtail n'a jamais fait, et on va faire une rupture dans la stratégie de Yellowtail, et on va organiser des promotions de réduction de prix sur certains produits ciblés qui ne se vendent pas très bien. C'est-à-dire on va cibler un rosé, un sauvignon blanc et un pinot noir, 3 produits qui se vendent mal, et on va voir si, en réduisant les prix, on va augmenter les ventes. C'est-à-dire on va répondre à la question, est-ce que les produits se vendent mal parce qu'ils sont trop chers, ou est-ce que les produits se vendent mal parce qu'ils ne correspondent pas à un besoin ou ils ne sauvent pas au prix des consommateurs. Et donc ça va nous permettre de le savoir. Si on réduit les prix, les ventes ne se vendent pas, on aura notre réponse. Et donc, parallèlement à cette promotion, on va devoir mettre en place des études de marché pour pouvoir déterminer justement
si c'est le prix ou le produit qui ne sont pas bons. Donc estimer la sensibilité au prix de la clientèle cible et identifier l'évolution de l'image de marque, parce que si on fait des promotions, on a un risque de dégradation de l'image de marque, et ça on ne veut pas. Parce que Vélotel n'en a jamais fait des promotions, et aujourd'hui s'il en fait, on ne sait pas comment le client peut réagir. Et on va très précisément observer cette évolution d'image de marque, et si on voit que c'est dégradant pour l'image, on va arrêter. Si on voit que la clientèle n'a peu de regard par rapport à cette considération, et on va pouvoir continuer. C'est très intéressant, et ça va nous donner beaucoup d'informations pour pouvoir implémenter la nouvelle stratégie de long terme. Bon, je vais parler maintenant. Thomas va nous parler. Merci. Donc on a vu il y a quelques slides quelle était la position actuelle de Vélotel sur le marché, sur son capacité d'internationalisation. Et là on voit en tournant en vert ce que nous souhaitons pour l'entreprise d'atteindre et ce qu'on souhaite qu'elle atteigne après la mise en place de cette stratégie à long terme. Donc une place dominante sur le marché cible, à savoir les États-Unis. Alors comment peut se traduire une place dominante? C'est tout d'abord une augmentation des volumes de vente pour dépasser 13% des parts de marché. Actuellement, elle est à 11,6 en 2008, je crois, 11,6%. Il faudrait donc augmenter ces volumes de vente pour être un peu plus à l'aise par rapport aux autres concurrents. Le deuxième est à 5%, mais aussi il faut penser qu'il peut y avoir une vague de fusion-acquisition dans le domaine, sachant que la plupart sont italiens ou australiens. Donc s'ils décident de mettre leurs forces en commun, ils peuvent rattraper leur retard sur les parts de marché. Et pour cela, on peut, notre objectif entre 6 mois et 2 ans, c'est d'atteindre un nouveau segment qui est la population cible, population Y, comme on l'appelle, les 21-35 ans. Cela permettrait de rester leader du marché. Donc on a vu, Thibaut vous a déjà bien expliqué quels étaient les facteurs de succès. Ils sont à peu près les mêmes que ceux à court terme, sauf qu'on a rajouté un point essentiel qui n'était pas là avant, c'est la connaissance approfondie de notre clientèle et du marché. Cela s'est fait grâce aux études de marché que nous avons faites précédemment pendant les 6 premiers mois et qui nous permettent de connaître donc la sensibilité au prix et les goûts des consommateurs en général. Donc les recommandations à long terme sont donc pour atteindre la génération Y, c'est développer de nouveaux produits. Il y aura donc 2 extensions de gamme. Un rosé qu'on implémenterait au bout d'1 an et un vin blanc qui serait implanté au bout de 2 ans s'il y a eu des résultats positifs sur le rosé. Pourquoi un rosé? Parce qu'on considère que c'est un produit phare pour atteindre la génération Y. Et celle-ci serait facilement atteignable entre guillemets, par justement un nouveau design de bouteille pour la rendre plus attractif à l'œil, pour être plus visible en linéaire. Et surtout, ça va passer par une nouvelle campagne de marketing. Pour atteindre cette population Y, on a toujours répété, il faut agir à travers les médias interactifs, les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, lancer une chaîne YouTube pourra pas proposer des cocktails, une refonte du message de publicité. Actuellement, la plupart des pubs, surtout de vin, se caractérisent autour d'attributs fonctionnels, donc la qualité du vin, du cépage, le goût en bouche. Nous, on voudrait plus un message émotionnel, aspirationnel, donc proposer un vin qui permette proposer un message de publicité qui agira plus sur l'effet social du vin. Pas forcément mettre en scène les festivités, parce que c'est interdit par les lois, mais mettre en place une nouvelle signature de marque qui serait liée aux origines géographiques du vin et qui ferait en fait un peu la campagne de l'Ocean Style Way of Life, aussi style. Et ça toujours, il faudrait faire une mesure des résultats de la stratégie après 6 mois de mise en vente du rosé et du vin blanc pour voir s'il y a vraiment une atteinte de la population cible, et de pouvoir rectifier le tir, soit avec une nouvelle campagne de promotion, soit avec une nouvelle campagne de communication qui ciblerait plus des USP que les consommateurs voudraient. Les avantages, c'est que les produits sont déjà existants, il y a déjà des rosés dans la gamme de produits, des rosés et des vins blancs dans la gamme de produits liés au terme. On pourrait juste essayer de mélanger les cépages, encore une fois, de faire un nouveau produit à partir de celui-ci. Et ça serait justement une mise en place rapide. On pourrait justement les mettre en place au bout de 6 mois et pouvoir avoir des résultats au bout de 2 ans. Ce qui permettrait justement d'ici
d'ici 2011, pouvoir voir où on est, pouvoir voir déjà si on est sorti de la crise et pouvoir voir si on a réussi à pouvoir atteindre cette part de marché, cette augmentation de part de marché que l'on voulait. Ensuite, après la cible des générations Y, on veut aussi toujours garder le corps, la clientèle corps de ce vin, des vins de Yellowtail, c'est la cible des baby boomers. Donc pour cela, on a pensé à la création d'un nouveau produit, les vins de dessert, parce qu'on a vu qu'il y avait un vrai potentiel derrière ces produits, qu'il y avait une vraie demande, mais qui n'était pas forcément satisfaite. En tout cas, le marché n'est pas encore saturé. Donc là, toujours création de ce nouveau produit avec une mise en place de campagne un peu plus traditionnelle, avec un message plus sur l'aspect fonctionnel du produit, donc le goût, le cépage, etc. Et pareil, une mesure de résultat de la stratégie après 6 mois pour voir s'il y a vraiment un impact positif sur les ventes et sur l'image de marque. Parce qu'on essaie ce qu'on voudrait faire aussi avec ce vin de dessert, c'est atteindre une image un peu plus luxueuse, entre guillemets luxueuse, plus haut de gamme, de Yellowtail par le transfert de goodwill de ce produit sur les autres produits de la gamme. Simplement. Je vais laisser Thibaut pour la conclusion. En conclusion, donc, on a trois stratégies à mettre en place. C'est-à-dire, premièrement, on a une promotion. On veut tester la promotion sur nos 3 produits et on veut créer 2 nouveaux produits, un pour les baby boomers et renforcer notre position au niveau des baby boomers et étendre notre gamme au niveau de la génération Y pour leur faire commencer à prendre le goût du vin par rapport à d'autres substituts comme la bière ou les limits avec de la vodka par exemple. Malgré le contexte difficile des États-Unis et de Yellowtail, on pense que cette stratégie elle s'inscrit parfaitement justement dans cette difficulté de marché et que justement baisser les prix d'un côté pour contrer la crise sur les produits à faible budget et renforcer la diversification sur d'autres produits s'accorde parfaitement avec tout l'environnement économique américain et en concordance avec l'image de marque de Yellowtail. Merci. Je vais peut-être une question, une première question. Quand vous faites les différences entre la recommandation à court terme et à long terme, vous avez plus soin pour une recommandation à long terme de dire c'est en appui à quel type de marché, génération Y, les baby boomers, mais qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion par rapport aux recommandations à court terme? C'est pour quel type En fait, c'est ça, parce que pour les recommandations à court terme, c'est qu'on visait un objectif d'ici 6 mois. Donc, c'est pour ça que c'était peu faisable en fait, de penser à des éventualités, par exemple, à des mises en marché qui pourraient prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus de recherche, beaucoup plus d'imagination en fait, par tout ce qui est développement de produits, développement de marketing, qui on sait sont des procédés qui prennent vraiment beaucoup plus de temps. Donc, c'est pour ça que nous, en fait, on avait pensé à une recommandation qui pourrait se mettre en place de manière beaucoup plus instantanée, donc avec la réduction des prix. Mais vous voyez notre marché comme étant qui, surtout notre clientèle, à ce moment-ci, à court terme? En fait, c'est surtout par rapport au marché américain, parce que le partenariat s'effectue entre l'Australie et les États-Unis. Mais plus spécifique que ça. Vous voulez dire aux États-Unis? Les baby boomers. Oui, c'est ça, c'est les baby boomers, oui. Oui, parce qu'en fait, pour les recommandations à long terme, c'est à ce moment-là qu'on va essayer de viser la génération Y dans les 21-35 ans. Mais c'est sûr que si on veut une mesure qui est plus instantanée, on va y aller avec notre clientèle qui est déjà existante, c'est-à-dire les baby boomers qui sont des consommateurs de Yellowtail depuis les débuts. En fait. Il faut savoir que le jour de la réunion, les ventes sont en forte baisse, donc une décision qui apporte des résultats assez immédiats. C'est pour ça qu'on pensait à une promotion, quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Et après, par la suite, il y a des décisions qui sont un peu plus pérennes. Je me demande pourquoi un rosé. Parce que l'intérêt diminue, il paraît. Pourquoi Disons que le rosé, c'est un peu basé sur des résultats un peu empiriques. En fait, nous, on a vu les campagnes de publicité qu'on fait par exemple en France sur les rosés, c'est très ciblé sur les jeunes. C'est très, disons que des campagnes, le rosé vise une clientèle assez jeune en mettant en scène un peu la fête, etc. Et donc, on s'est dit que c'était un produit qui justement était destiné aux jeunes. C'est pour ça que pour atteindre la génération Y, on s'est dit le rosé. Mais la qualité de rosé en France, c'est beaucoup
plus haut que la qualité de rosé d'autres, de ce que j'ai observé au moins. Et ils sont beaucoup plus sucrés, pas les Français, mais d'autres. Et ouais, c'est pour ça aussi, j'ai l'impression que ça s'inscrit bien dans le contexte qui est plus américain, où les vins sucrés se vendent beaucoup plus que les vins plus traditionnels, qui ont c'est ça qui sont plus secs, qui ont un taux de sucre un peu moins élevé, par exemple. Donc c'est pour ça que le vin rosé, on trouvait que ça allait bien justement avec la génération un peu plus jeune, qui, justement, avec les données empiriques, on voit qu'ils n'ont pas vraiment tendance à consommer du vin rouge, peut-être du vin blanc, mais on voit que ça s'oriente plutôt vers le vin rosé. Et vu que les Américains ont tendance à consommer des produits un peu plus sucrés, je pense que le vin australien répond bien à cette demande. Avec tous les problèmes économiques en 2008-2007, est-ce que vous voyez ça plutôt comme un risque? Oui. Oui, c'est un risque auquel en fait, notre travail ici, c'est une réaction à un risque. On va dire plus que... On préférait que les Américains aient beaucoup d'argent à dépenser dans les vins, et même là, on pourrait commencer à tenter une image de marque plus luxueuse, même de manière plus frontale. C'est-à-dire que là, on va timidement vers le luxe avec le vin de dessert pour la catégorie des baby boomers. Mais je pense que si les Américains avaient un niveau de revenu discrétionnaire plus élevé, je pense qu'on pourrait partir de manière plus agressive vers les vins de luxe. Et Yellowtail est capable de produire des vins et a une image de marque, une notoriété qui est suffisamment élevée pour pouvoir partir vers ce genre de destination. Vous pensez aux conséquences financières de ça, l'impact financier de tout ça? Disons qu'on est un peu en face d'un paradoxe parce qu'actuellement on est sur un marché très saturé et donc rester sur ce marché-là, ça pourrait être dangereux pour la marque, ça pourrait se faire manger par d'autres. Mais aussi, évoluer vers le haut de gamme, c'est une grosse prise de risque et ça ne pourrait pas ne pas fonctionner. Et donc en fait, rester sur le marché qu'on connaît déjà et dont on a toutes les données, permet quand même de se baser sur une clientèle qu'on a fidélisée au cours de 30 ans. Et donc, disons qu'on n'a pas vraiment le choix en fait. Entre guillemets, on ne peut pas faire un all-in et directement aller sur le marché du luxe. Il faut vraiment essayer de garder quand même une base solide pour aller petit à petit. Justement, on a mis sur 2 ans, petit à petit vers une gamme plus haut de gamme, vers du haut de gamme. Si je peux rajouter quelque chose, au niveau des produits, par exemple le rosé pour la génération Y, le produit existe déjà. En fait, ce qu'on fait, c'est une nouvelle étiquette presque. On fait une nouvelle étiquette et on la market. Donc il y aura des énormes frais de marketing, de communication certainement, mais au niveau du background industriel, Yellowtail pour le producteur, c'est presque neutre. C'est au niveau de l'importateur de gérer de gérer ce nouveau segment. Et donc au niveau des frais, ça va être des frais de communication surtout. Les questions sont finies. Merci. Merci. Merci pour votre attention.